Salut les fans d'animation, j'espère que vous allez bien, je sais que ça fait longtemps et vous savez quoi, j'adore les Magical Girls. Sailor Moon, quand j'étais petit, c'était un peu ma formule d'invocation. J'entendais Sailor Moon d'où que je fusse dans la maison et je me matérialisais aussitôt dans le salon et je regardais les Sailor Senshi punir les méchants au nom de la lune avec des étoiles plein les yeux. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ce Sailor Moon-ci. On va parler de Sailor Moon Crystal. Ah, c'est bon. Déjà, j'avais pas le temps de mettre les 226 épisodes que compte la série originale dans mon emploi du temps. Ensuite, on fait pas bout comme ça, sans raison. On n'est pas dans Dragon Ball ici. Sailor Moon Crystal, c'est donc la seconde adaptation en anime de Pretty Guardian Sailor Moon, un manga de Magical Girl de Naoko Takeuchi. Le premier anime Pretty Guardian Sailor Moon a été diffusé de 1992 à 1997 au Japon et de 1993 à 1997 en France. Et si vous vous demandez comment on a fait pour diffuser le même nombre de saisons en ayant une année de retard, on l'a pas fait. La dernière saison de Sailor Moon n'a jamais été diffusée en France. Sans doute une histoire de censure. Le fait que Sailor Moon passe la fin de la série complètement à poil n'a pas dû aider. Donc, Sailor Moon Crystal. Quand ? Comment ? Pourquoi ? Sailor Moon Crystal a été annoncée en 2012 au Japon, à l'occasion des 20 ans de la première série. Elle était d'abord prévue pour 2013, mais a été repoussée à 2014 suite à des désaccords entre la Toei Animation et Naoko Takeuchi, qui, je le rappelle, est la créatrice du manga. Elle n'avait pas du tout été satisfaite de la première adaptation et a tenu à ce que les choses soient bien faites cette fois-ci. Pardon ? Qu'est-ce que Sailor Moon ? Il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Sailor Moon ? Ne répondez pas. Sailor Moon, c'est un animé de Magical Girl, c'est-à-dire de jeunes filles usant de pouvoirs magiques, notamment de transformation, pour régler leurs problèmes, qui inclut généralement de taper des méchants. Sailor Moon nous raconte plus particulièrement l'histoire d'Usagi, une collégienne pas très maligne mais attentionnée, qui reçoit d'un chat qui parle nommé Luna le pouvoir de se transformer en Sailor Moon, une guerrière en uniforme dotée de grands pouvoirs, afin de vaincre les forces du mal tentant de s'emparer de la puissance du cristal d'argent. Le cristal d'argent ? C'est un artefact appartenant à la princesse Serenity, que Sailor Moon est également chargée de retrouver et de protéger. Elle est accompagnée dans sa quête de plusieurs autres guerrières en uniforme qu'elle trouvera au fur et à mesure et qui sont nommées d'après les planètes du système solaire. Mercure, Mars, Jupiter et enfin Vénus. Cette dernière est non seulement une justicière prédatant Sailor Moon, mais aussi la supposée princesse Serenity. En vérité, Vénus se fait passer pour la princesse Serenity afin de protéger sa véritable identité. Et comme on s'en doute, après tout c'est le personnage principal, faut pas déconner, la princesse Serenity n'est autre qu'Usagi, alias Sailor Moon. Ah, il y a aussi un beau brun ténébreux, Tuxedo Kamen, qui apparaît régulièrement pour les aider en balançant des roses sur les gens. C'est le love interest de Sailor Moon et la réincarnation d'un beau prince nommé Endymion. Et ce n'est que le début. Après ça, Usagi rencontre sa fille du futur qui vient lui demander de sauver la Terre du futur où tout le monde est dans le coma. Shibuya. Puis après ça, il y a une histoire de 3 talismans qu'il ne faut surtout pas rassembler et qui du coup sont rassemblés, du voyage interdimensionnel, des multiplications du cristal d'argent, 2 Saint Graal, un Pégase, un cristal d'or et environ 10 000 Sailor Soldiers de plus, le tout en allant de plus en plus loin dans l'univers. On en arrive au niveau de la galaxie vers la fin du manga. Actuellement, Sailor Moon Crystal n'en est qu'au niveau système solaire, vu qu'à la saison 3, l'histoire des talismans, nous sont présentés les Auto Senshi, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Bah oui, à l'époque de la création de Sailor Moon, Pluton était encore considéré comme une planète. Est-ce que je suis la seule personne à avoir nié la reclassification de Pluton juste à cause de Sailor Moon ? Si on a une saison 4, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Il y aura des mecs qui mettront leur tête dans la cage thoracique des gens, des costumes improbables. Ça va être génial. Mais du coup, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les Sailor Senshi qui ont déjà été vus dans les 3 saisons de Sailor Moon Crystal. Sinon, on va pas s'en sortir. Ça va, vous suivez ? Sailor Moon, quelle que soit sa forme, est une de ces histoires où l'intrigue importe largement moins que tout ce qu'il y a autour. Quand on examine sa structure, Sailor Moon est ultra classique. Ça colle presque point par point à la description du périple du héros de Joseph Campbell, des rôles des personnages au point fort de chaque arc. Il n'y a rien dans le déroulement qu'un spectateur lambda ayant déjà regardé ne serait-ce qu'une seule série dans sa vie ne puisse voir venir à des kilomètres. Une vraie série, parce que si la seule série que vous ayez regardée c'est genre les Teletubbies, ça va pas marcher. Dans Sailor Moon, l'intrigue, c'est pas qu'on s'en fout, vous m'entendrez jamais dire ça à propos d'une série. C'est juste que comparé au reste, ça vaut vraiment pas le coup de s'attarder dessus. Rien que la place de Sailor Moon dans son genre télévisuel est super intéressante. À la base, les Magical Girls ont vu le jour suite au succès phénoménal de Ma sorcière bien-aimée, ou Bewitched, au Japon. Pendant longtemps,
Elles ont été des petites filles ou adolescentes, souvent seules, utilisant leur magie et leur féminité pour régler leurs problèmes de la vie de tous les jours. Ce n'est qu'après quelques dizaines d'années que la Magical Girl a évolué vers quelque chose de plus grandiose. Et c'est là qu'est apparue Sailor Moon. Quand elle a créé Sailor Moon, Naoko Takeuchi a choisi de mettre le genre à jour en y incorporant des codes du Sentai. Les séries Super Sentai, dont le nom signifie quasi littéralement escadron de combat, sont des séries aux codes très stricts racontant les histoires de héros se battant contre les forces du mal. Ils ont toujours une séquence de transformation et des uniformes dont la couleur leur attribue des rôles précis dans le groupe. Par exemple, le rouge est toujours le chef de la bande. C'est comme cela que l'on s'est retrouvé avec des Magical Girls ne se battant plus seules, mais en groupe soudés par l'amitié, unis contre un ennemi menaçant leurs amis ou la planète entière. Sailor Moon utilise toujours le pouvoir de l'amour pour se battre, mais le pouvoir de l'amour, il te défonce ta face. Et c'est aussi en ça que Sailor Moon est génial. Le duo de Magical Girl avait déjà été introduit dans le genre, mais on n'avait jamais vu de groupe. De grands groupes. Je rappelle qu'à la fin du manga, il y a 13 ou 14 Sailor Senshi différentes. Les Sailor Senshi en question ont d'ailleurs toutes des costumes avec des couleurs et un symbolisme précis. C'est pas pour rien qu'elles sont nommées après les planètes de notre système, elles-mêmes nommées après des dieux romains. Sailor Moon utilise énormément de mythologie et de symbolisme. Le plus évident, c'est la mythologie gréco-romaine, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi pas mal de symbolisme venant directement d'Asie et surtout du Japon. En même temps, c'est une franchise japonaise. Bon, j'ai pas besoin d'expliquer Sailor Moon. Mais sa future incarnation se nomme Neo Queen Serenity. Serenity, c'est un nom inspiré de Sélénée, qui est l'une des 3 déesses incarnant la lune dans la mythologie grecque. Sélénée représente la vie, et à son opposé, on trouve Hécate, déesse de la nouvelle lune, ou lune noire. La lune noire, c'est le nom de l'organisation antagoniste de l'arc 2, dont le but est de tout détruire parce que leur chef est trop salé de s'être fait bannir de la Terre. Et sinon, il y a Artémis. Artémis, c'est le chat blanc. Dans le futur, ils se marient avec Luna et ils ont une fille qui s'appelle Diana. Voilà. On a Sailor Mercure, dont les attributs sont rattachés à ceux de Mercure/Hermès. Elle est notamment celle qui guide littéralement ses amis grâce aux informations reçues sur son viseur. Sailor Mars hérite du dieu Mars... pas grand chose, à part une vague relation au feu. Mars, la guerre, mettre les pays à feu et à sang, tout ça. Sinon, elle est plus spirituellement shinto, avec une attaque en rapport au bouddhisme. Parce qu'au Japon, le syncrétisme, c'est la vie. Sailor Jupiter est à la fois très lié à la Terre et aux éclairs. Si vous vous souvenez de son attaque la plus emblématique, je pense qu'on peut dire que Jupiter/Zeus a dû passer par là. Finalement, Vénus, inspirée de la déesse de l'amour, se bat avec une sorte de chaîne. Elle a même une attaque qui s'appelle Love Me Chain. Du côté symbolisme asiatique, on trouve Uranus, Neptune et Pluton. Elles sont les gardiennes de 3 talismans. Une épée, un miroir et un orbe de grenat. Ces 3 talismans sont la clé du réveil de Sailor Saturn, qui est vue à ce moment de l'anime comme la Sailor qu'il faut surtout pas réveiller sinon c'est la merde. Eh bien, au Japon, l'épée, le miroir et le joyau sont le trésor impérial. Dans la légende, c'est même Amaterasu elle-même, donc la déesse du soleil, qui les aurait offerts à son petit-fils, lui-même père du premier empereur. C'est quand même un peu la classe. Sailor Saturn elle-même porte le nom du titan grec Chronos, un mangeur de bébés. Et comme si ça suffisait pas, elle se balade avec une gigantesque faux. Cela dit, la faux, tout en étant le symbole de la faucheuse et donc de la mort, est aussi le symbole de la moisson, donc de la vie. Et Sailor Saturn se décrit elle-même comme celle qui détruit le monde pour qu'il puisse renaître. Bref, vous l'aurez compris, Sailor Moon a un symbolisme complexe et fascinant. Je pourrais en parler pendant des heures. Je pourrais vous parler de Mercure qui symbolise le vent plutôt clos, du rôle de gardienne de Pluton en rapport avec le dieu Pluton, ou encore de l'utilisation de Mamoru/Endymion et Usagi/Serenity comme figure de la lune et du soleil, et donc père et mère de l'humanité, ce qui est une vision très asiatique de la mythologie. Sauf que Sailor Moon, c'est pas que ça. C'est aussi l'histoire de jeunes femmes se battant ensemble malgré leurs différences. Le fait de choisir de faire des Sailor Senshi un grand groupe de femmes a permis, à mon sens, d'introduire différents types de féminité et de montrer que l'union de ces différents types de féminité, de ces personnages aux personnalités et aux expressions du genre variées, permettait de soulever des montagnes, ou plus exactement de défoncer des planètes entières et des masculinistes aigris. Sailor Moon a plusieurs stades de transformation. Elle en atteint certaines par elle-même, par la force de son kokoro, comme qui dirait, mais elle n'atteint ses formes les plus puissantes qu'avec le soutien et l'aide des autres Sailor Senshi. C'est la quintessence du girl power. Et voyons qui nous avons parmi les Sailor Senshi en question. Sailor Mercure est une élève modèle, très intelligente et studieuse. Son but ultime est de devenir médecin et de sauver le monde. Le reste, ça passe après. Bon.
Et il dit qu'elle a un QI de 300, plein de ces trucs qui n'a aucun sens, mais que je pardonne à Sailor Moon, parce que c'est Sailor Moon. Sailor Venus aime les feux de la rampe. Après avoir été Sailor Senshi pendant beaucoup plus longtemps que toutes les autres, elle aimerait devenir idol. Elle est aussi, techniquement, la chef des Sailor Senshi, juste après Sailor Moon. Et elle a protégé le secret de la princesse Serenity jusqu'à ce qu'elle retrouve la mémoire. C'est donc quelqu'un sur qui l'on peut compter. Sailor Mars a un caractère bien trempé, et est également dévouée et spirituelle. C'est un peu la représentation que l'on se fait d'une femme japonaise traditionnelle. Elle est d'ailleurs, entre autres, une Miko, une prêtresse Shinto. Elle est aussi considérée comme particulièrement belle parmi les Sailor Senshi, et la seule à avoir la peau diaphane et les cheveux et les yeux noirs. Sailor Jupiter est grande et physiquement imposante. Tous ceux qui ont lu des shoujo mangas savent ce que cela implique pour une femme. Elle est automatiquement considérée comme moins féminine, presque comme un garçon manqué. Malgré tout, elle est non seulement très traditionnellement féminine, mais également l'une des plus matures de la bande, étant donné qu'elle vit seule. Elle peut aussi te tataner la gueule si tu la fais chier. Et alors, quand on aborde les Outer Senshi, c'est-à-dire les autres Sailors du système solaire, Sailor Saturn est un être mystique, donneur de vie et de mort. Elle n'a pas grand-chose d'autre comme caractéristique. Quand elle joue pas son rôle de Sailor, c'est juste une préado. Mais ses premières apparitions sont assez spectaculaires pour les rattacher à une vision antique de la femme comme une déesse primordiale. Mais je m'avance un peu. Sailor Uranus et Sailor Neptune sont en couple. On a donc déjà une représentation d'une autre orientation amoureuse et sexuelle. Sailor Neptune est une musicienne de génie. Elle n'a pas beaucoup de caractéristiques à part le fait d'être mystérieuse et vaguement maternelle après la fin de l'arc 3, mais elle est dans une relation amoureuse suivie avec Sailor Uranus. Sailor Uranus est décrite dans Sailor Moon Crystal comme possédant des attributs féminins et masculins et refuse qu'on la fasse rentrer dans une case. Elle est pilote de Formule 1, porte des mini-jupes en cuir quand ça lui chante, et pense qu'être définie comme garçon ou fille n'a aucune importance. Bon. Dans la VF, ils assumaient pas sa relation lesbienne avec Neptune et avaient décidé qu'elle ne serait une femme que sous sa forme de Senshi. La logique. Dans la version US, ils sont même allés jusqu'à faire d'Uranus et Neptune des cousines, comme si la série n'avait pas assez de moments malsains comme ça. Sailor Pluton, elle, est l'archétype de la gardienne. Fidèle à son poste, respectueuse des règles, mais également une protectrice puissante et farouche. Et Shibuya. Et Sailor Moon elle-même, c'est là que ça se complexifie encore un peu. Sailor Moon, au départ, c'est juste Usagi. Une ado banale, peureuse et complètement immature. Elle ne pense qu'à jouer aux jeux vidéo, elle est nulle en classe et toujours en retard. Mais c'est quand même quelqu'un d'adorable malgré tout. Prenez pas ça à la légère venant de moi. Vous comprendrez pourquoi quand on abordera d'autres shoujo. Usagi est adorable parce qu'elle est hyper ouverte. Elle accepte les gens tels qu'ils sont, tant que leur but n'est pas de détruire le monde ou de faire du mal aux gens de façon générale. Elle n'est peut-être pas hyper maligne, mais elle aime les gens et le monde. C'est pour ça que son pouvoir de l'amour n'est pas une blague. Ce pouvoir lui permet de donner envie aux gens de s'aimer eux-mêmes, comme pour Mercury et Jupiter, qui sont très renfermés sur elles-mêmes au début de l'anime. Mais lui permet aussi de surpasser ses propres limites. C'est ce qui va la faire avancer et progresser en tant que Senshi et en tant que personne. C'est ainsi que de figure rattachée à la lune, le lapin, Usagi en japonais, elle change de forme pour Sailor Moon, une guerrière, puis Super Sailor Moon, qui lui donne un air de super-héroïne, puis devient, ultimement, Neo Queen Serenity. Shibuya. Quoi? T'as dit que tu parlerais de toutes les Sailors qui apparaissent dans Sailor Moon Crystal. Mais il manque Shibuya. Rabouche Shibuya. Shibuya. Mais foutez-moi la paix avec Chibiusa. C'est pas parce que je m'identifie à elle petite et que j'ai basé mon plus ancien personnage original sur elle que je suis toujours une grande fan. Son personnage est mignon, certes, mais déjà elle passe son temps à ensorceler les gens en mode Gigi, et c'est un complexe d'Oedipe ambulant qui veut constamment rouler des pelles à la version ado de son père, même quand elle a 900 ans et qu'il en a 16 et que c'est son père. Mais sinon, Chibiusa c'est un peu le passage de l'enfance à l'âge adulte. Elle ne peut devenir une Sailor Senshi qu'une fois qu'elle a dépassé ses conflits intérieurs et son manque de confiance en soi. Aussi, voir sa meilleure amie mourir devant ses yeux a dû pas mal aider. Non, je ne parlerai pas de Black Lady, la forme maléfique. Je l'adore, hein. C'est la première femme que j'ai trouvée sexy au point de réemprunter le même putain de tome de Sailor Moon à la médiathèque pendant 2 ans, juste pour revivre son apparition, mais il y a beaucoup trop à dire. Notamment sur ce fameux complexe d'Oedipe et la transformation de Chibiusa en femme après sa rencontre avec un homme malsain. C'est un sujet que je trouve un peu glissant et que je vais donc ignorer, car je le peux. Maintenant, Sailor Moon, c'est un anime qui m'a toujours fascinée, et imaginez-vous que mes premiers souvenirs remontent à 1995. J'avais 5 ans, ça fait 22 ans que je suis une fan inconditionnelle de cet univers malgré ses nombreux défauts. Non parce que vraiment je m'attarde pas dessus, mais il y a des fois où l'intrigue n'a que très peu de sens. L'arc 2 parle de voyage dans le temps.
Et la vision Sailor Moon de la continuité temporelle est... disons hasardeuse. On n'est pas à Fry qui devient son propre grand-père, mais c'est pas loin. Mais je suis pas la seule à adorer Sailor Moon. C'est une franchise légendaire auprès de ses fans. C'est le genre d'anime dont presque tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois. Ça fait plus de 20 ans que le premier anime est sorti et Sailor Moon suscite toujours autant d'engouement. La preuve, ils ont pris la peine de faire Sailor Moon Crystal. Certes, la première saison était mal animée, mais elle était mal animée parce que d'une, tout le budget est parti dans le générique, et de deux, ils ont tenu à faire cette série malgré le manque de moyens. Il n'y a pas 10 000 animes qui ont touché leur public de cette façon, qui ont eu une telle influence que plus de 20 ans plus tard, non seulement ils peuvent encore toucher de nouveaux publics, mais en plus leurs anciens fans sont toujours présents. Et je pense que tout ça, c'est à cause de l'univers que Naoko Takeuchi a créé. C'est pour ça que je vous saoule depuis tout à l'heure à pinailler sur le symbolisme et les représentations de la féminité et les couleurs et que sais-je encore. Sailor Moon est une saga épique qui s'appuie sur des symboles universels et intemporels pour raconter l'histoire de femmes se battant pour la préservation du monde. L'anime s'inspire de mythes, mais je pense que lui-même, en utilisant ces mythes dont on retrouve des équivalents dans à peu près toutes les cultures du monde, est devenu une sorte de mythe moderne. Si le mythe est une représentation imaginaire du monde et une explication fantastique de la société et de l'être humain, alors je pense que Sailor Moon y a plus que largement mérité sa place. Sailor Moon, c'est toutes les féminités qui s'assemblent pour botter des culs. Et ça sera jamais autre chose que génial. Na 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 na.